Bonjour à tous. Quand on est un proche d'une personne en souffrance psychique, on dit que ce proche est l'aidant, quel que soit son âge, si c'est le père, la mère, le frère, la sœur ou encore l'enfant. Et dans le cas où cet aidant est l'enfant, eh bien, il ou elle n'a parfois pas conscience de ce qui se passe et c'est des années après que cet enfant a envie, a besoin de savoir, a besoin de tout savoir sur l'histoire de sa famille. Et c'est le cas de notre invité, Romy Trajman, qui a réalisé un documentaire musical sur les non-dits de sa famille. Ça s'intitule « Les divorces, le divorce de mes parents ». Romy Trajman, bonjour. Bonjour Marie, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, tu viens de Belgique. On va découvrir dans quelques instants quelques images de ton documentaire. Et comme d'habitude, eh bien, je serai accompagnée de mes chroniqueurs préférés. Annabelle nous parlera d'un site internet, une sorte de groupe de parole pour personnes atteintes de bipolarité. Stéphane nous emmènera en Belgique, donc chez toi, pour découvrir une association dédiée à la santé mentale. Et puis aujourd'hui, nous recevrons un autre chroniqueur. Il est poète, écrivain, atteint lui-même d'un trouble psychique et il nous parlera d'une sélection de livre à découvrir, c'est Éric Dubois. Mais avant tout cela, Romy, on va parler de toi. Tu es donc co-réalisatrice de ce documentaire musical Le divorce de mes parents. Comment t'es venue l'envie de faire ce métier réalisatrice? J'ai commencé par le théâtre. Donc au début, à partir de mes 14 ans, j'ai fait du théâtre. Ensuite, j'ai chanté dans un clip qui s'appelait Moi je te dis lol, qui a fait un petit... Voilà. Et puis la réalisation, pour moi, c'est un aboutissement parce que c'est vraiment d'être un peu le chef de chantier de beaucoup de... Voilà, on part d'un scénar et ensuite on développe tout un univers visuel autour. Et je pense que j'ai toujours aimé combiner en fait différents champs, donc que ce soit l'écriture, mais aussi la direction d'acteur, le visuel, et amener un univers. Enfin, la réalisation, c'est vraiment ça. Mais au départ, j'ai jamais pensé être réalisatrice. Au départ, j'ai voulu faire ce film. Et maintenant, après ce film, je me rends compte que j'aime ça. J'aime en fait combiner tous ces champs. Tu aimes ce métier. Ouais, voilà. Et alors, c'est un documentaire musical. Ça signifie quoi? Alors, ça signifie que dans la trajectoire du documentaire, donc c'est une enquête, surgissent des moments musicaux qui viennent en fait ponctuer le film. C'est des chansons que j'ai écrites et co-composées avec Alexandre Delabaume et qui sont comme des petites bulles un peu oniriques et plutôt pop, qui viennent donner en fait de l'oxygène à cette enquête qui est une enquête intime parce que c'est vraiment dans l'intime du divorce de mes parents et qui exprime aussi ce que je ressens pendant cette enquête parce que je mène cette enquête voilà, pendant tout le film. L'idée c'est d'aller détaboutiser des sujets, d'aller chercher, creuser quels sont les secrets, les non-dits et de libérer la parole. Alors, ce que je te propose, eh bien, c'est de regarder... Enfin, toi, tu le connais. Oui. Tu connais la bande-annonce aussi. Et ce que je vous propose à vous, eh bien, c'est de regarder la bande-annonce. Vous allez comprendre. Comme ça c'est le meilleur des pitchs, c'est la bande-annonce. Mon père m'appelle Sarah, ma mère Romy. Il habite Bruxelles et ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu. J'en ai parlé hier à une amie, Anaïs. On est voisines et elle est documentariste. Alors j'ai dit à mon père, je viens avec une amie et une caméra. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de remonter le temps. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de raccrocher les gens. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de remonter le temps. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de raccrocher les gens. Ma tête, elle va plus bien là. Je ne sais pas si je vais être à même de continuer à éduquer mes enfants normalement s'ils continuent à être violents comme ça sur moi. On considère toujours que c'est la matière qui doit être violentée. Si le psychique est violenté, ça n'est pas une violence. Le divorce de mes parents. Pourquoi ce titre? Donc en fait, quand j'avais 14 ans, ma mère a écrit une chanson qui s'appelait Moi je te dis lol. Donc lol qui signifie laughing out loud, donc c'est marrant. Que j'ai chantée, qui était une chanson de pop adolescente, on va dire. Et ça a complètement bercé en fait toute cette partie. De mes 14 ans, je dirais à mes 18 ans, j'ai quitté l'école pour étudier, enfin par correspondance, donc je n'ai pas quitté, mais disons que j'ai quitté traditionnellement. Et ça a bercé en fait toute cette adolescence. Et j'étais imbibée par lol, lol, lol.
Et en fait, en écrivant le divorce de mes parents, je trouvais que marrant, c'était un jeu. Voilà, ça correspondait en fait à cette période de mon adolescence qui n'était pas si loin, parce que je l'ai démarré à 21 ans, ce film, et qui en plus donnait une petite touche, un pas de côté au film, parce que finalement, c'est pas être marrant, c'est aussi être un peu décalé, être un peu à côté. Et mes deux parents sont, je pense, des personnalités marginales et singulières, et c'était en écho, ce double signe. Alors, il faut expliquer qu'après le divorce de tes parents, si j'ai bien compris, tu n'as plus eu de contact avec ton père. Et c'est en grandissant que tu as eu besoin d'avoir des réponses sur les non-dits, sur les secrets de famille que tu ressentais, c'est ça? Tu ressentais des secrets? Des choses qu'on ne te disait pas? Je ressentais un manque, un peu comme un... Il me manquait une pièce, vraiment. J'avais l'impression que sans ça, je ne pouvais pas avancer dans la vie. C'était comme si je boitais, en fait. Et c'était vraiment viscéral. Et je me suis dit, en fait, il faut quand même que j'aille me confronter à cette histoire-là pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Et en fait, en enquêtant, en pensant découvrir quelque chose, j'en ai découvert en fait d'autres. Et au départ, c'était pas du tout parce que tu suivais une psychothérapie, on t'a pas dit, il te manque quelque chose. Non, c'est vraiment toute seule, en te disant, il faut que j'aille... j'ai une quête et il faut que j'aille au bout de cela. C'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé dans ton esprit? Ouais, complètement. C'est juste après mes études, je sentais que je perdais pied. Je me suis dit, mais en fait, j'étais à Paris, mon père et toute ma famille sont donc belges, donc à Bruxelles. Et je me suis dit, mais en fait, ça fait quoi? Ça va faire 10 ans que je ne l'ai pas vu et c'est peut-être le moment maintenant d'y aller. Donc le film démarre par ces retrouvailles avec mon père qui ensuite me propulse vers le divorce de mes parents, qu'est-ce qui s'est passé? Et ensuite, c'est un jeu de ping-pong entre mes deux parents. Ce qu'on va regarder, c'est un extrait des 3 premières minutes du documentaire. La dernière fois que j'ai vu un garçon et qu'il a voulu aller plus loin, je l'ai frappé. J'ai bloqué tout et je me suis levée d'un coup. J'ai dit « Où est mon sac? Où est l'escalier ?» Je suis sortie mécanique de cette pièce et j'ai tracé chez moi. Je n'ai jamais couché avec un garçon. Comment lui expliquer ce qui bout, ce qui se volcanise en moi? Je ne suis pas une femme, je ne sais pas ce que c'est être une femme. Je suis juste la fille de ma mère. Oui, j'ai 21 ans, et normalement toutes les filles de 21 ans ont déjà eu des expériences. Eh bien moi, ça fait 10 ans que je bosse avec ma mère. On a monté une boîte de production musicale, on a chanté, joué ensemble. On a déménagé 20 fois en 20 ans, on a rêvé ensemble. J'ai quitté l'école, on a regardé dans la même direction, avec un seul rêve. Y arriver, ensemble. Je ne suis pas dans ce truc sentimental. Mon seul objectif est clair. Avec ma mère, construire. Avec ma mère, s'en sortir. De quoi? Du regard que ma famille porte sur ma mère? Du regard de la société sur une femme monoparentale? Qui est l'ennemi? Oui, je veux venger ma mère, mais je ne sais pas de quoi. Oui, je veux y arriver, mais je ne sais pas à quoi. J'ai une rage, une colère, mais je ne sais pas pourquoi. Des fois, j'ai envie de frapper fort. Il y a comme un flou. Il y a un truc qui clignote dans ma tête. Au début de la soirée, ce garçon m'a dit « Ton père doit être fier de toi. » Pourquoi il se mêle de mon père? Et qu'est-ce qu'il connaît de ma vie, lui? Ça m'a révoltée, vraiment. Je parle pas de mon père, personne ne parle de mon père. On ne parle pas de mon père. Je me fiche de savoir si mon père est fier de moi. C'est pas comme ça chez moi. Chez nous, c'est maman et moi contre le monde entier. Je ne veux pas que quelqu'un soit fier, je m'en fiche. Je veux qu'on soit fiers. Ensemble. Alors pourquoi ça me revient, cette histoire? Est-ce que je l'aimais bien, ce garçon? Pourquoi ça me revient? Je crois que c'est là que tout a démarré. Étant donné que je suis parolière des chansons de Romy et de Gary, et en même temps leur maman, on va carrément construire une famille LOL. Je crois que ce sera plus simple. Donc on va tous chanter des chansons LOL. On va prévoir un très très joli spectacle LOL, de très belles chansons LOL, et puis une histoire LOL. On est des représentants des familles monoparentales et on s'en fiche, on n'a pas honte du tout. On est très fiers, on est une famille LOL. Je me souviens, j'ai 13 ans. Je passe de Sarah à Romy. Ça se fait quasiment en un clic, après une chanson que ma mère a écrite et dans laquelle je chante. Mon père ne connaît pas mon nouveau prénom. Ma mère devient officiellement marrante. Elle est créatrice de la marque LOL et moi, son associée. LOL. Est-ce que c'est si LOL que ça, toute cette histoire? Non, c'est pas si lol. Non. Je pense qu'il y a pas mal de drames et voilà, mais c'est vrai que la vie, c'est ça, c'est un peu la roulette russe aussi, quoi. C'est un peu les up and down.
Ce qui m'intéressait, c'était de le prendre aussi avec un pas de côté. Je ne voulais pas non plus plonger dans le drama, mais je voulais le montrer. C'est vrai que c'est une histoire de famille qui est douloureuse aussi, clairement, qui est empreinte voilà, de drame et de choses qui ont été vécues par mes 2 parents et qui ne sont vraiment pas simples. Mais l'idée, c'était aussi de montrer que malgré tout, en fait, la vie continue et ce qui est beau, c'est de transformer cet héritage, je pense. Qu'est-ce que tu as découvert et combien de temps tu as mis pour le découvrir? Alors, donc, j'ai découvert que mon père, enfin, du côté de sa mère, il y avait déjà des problèmes psychiques. Donc, sa mère a une maladie mentale qui n'a pas été vraiment diagnostiquée, mais clairement, elle était, entre guillemets, c'est dit par le médecin, déficiente mentale et psychotique. Or, en fait, mon père ne m'en avait jamais parlé. Jamais. Et que donc, évidemment, le frère de mon père, lui, est handicapé aussi, psychique. Il est placé en centre, etc. Donc, il y a quand même ce truc de gêne familial qui est un tabou énorme. Hein. C'est-à-dire que dans ma famille, paternelle, personne n'en parlait. Évidemment, ça remet quand même pas mal de choses en question. Enfin, c'est aussi très particulier. Et du côté de ma mère, en fait, un autre tabou aussi, c'est l'inceste. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, en tant que femme, évidemment, me touche beaucoup. Et je pense que c'est quelque chose qui peut traverser des générations parce que y a quelque chose qui se casse, en fait, à la racine, quoi. Quand un parent abuse d'un enfant, c'est toute la structure, la sécurité qui se brise, en fait, avec ça. Et ça explique aussi beaucoup de choses dans la trajectoire d'un individu et comment ça se répercute sur sa vie à lui, quoi. Donc en l'occurrence ma mère. Et c'est quelque chose que j'ai appris pendant le film. Alors là, clairement, c'est au détour d'un thé. On est témoin d'ailleurs de tout ce que tu apprends au fur et à mesure, tous ces non-dits, toutes ces choses secrètes dans la famille, on les apprend en même temps que toi. C'est ça qui est à la fois très intéressant et à la fois très brutal. C'est très brutal, c'est vrai. En même temps, c'est la vie. Parce qu'en fait, nous, en tant qu'humains, on apprend ces choses-là pareil. En fait, elles ne surgissent pas de façon douce. La caméra d'Anaïs était témoin de tous ces moments, d'ailleurs. Complètement. Et Anaïs a été une épaule pendant tout le film. Voilà, c'était quelqu'un qui filmait avec beaucoup d'empathie et qui était très discrète. Et c'est aussi ce qui a permis que le film se fasse, parce qu'en fait, elle est rentrée dans la famille. Un peu comme si elle faisait partie de la famille à un moment. Oui, parce qu'au début, pendant longtemps d'ailleurs, on ne voit pas du tout Anaïs. Et à la fin du documentaire, on découvre Anaïs et elle est très impliquée dans cette histoire. Oui, Anaïs, je pense aussi que ça a réparé quelque chose en elle de sa famille. Ses parents n'étaient pas ouverts à faire ce processus-là. Oui. Et je pense aussi que c'est souvent comme ça quand on accompagne... mais je pense que c'est dans beaucoup de familles, finalement, qu'on n'a pas envie de dévoiler certaines choses. C'est ça. Je pense qu'il faut une part de naïveté, une part peut-être d'irrationalité, clairement. Mais bon, après tout, je pense que c'est plus sain, en fin de compte, d'exploser les non-dits que de les garder. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Et alors, à un moment donné, très tôt d'ailleurs, dans le documentaire, tu te poses la question sur l'hérédité de la santé mentale. En disant, j'espère que ça ne saute pas des générations. Bah oui, je pense qu'en tant que femme, c'est toujours un truc qu'on se pose comme question. On se dit, finalement, s'il y a des gènes, moi, j'ai pas envie de donner à mes enfants. Enfin, c'est quelque chose qui se pose. Et d'autant plus que je découvre à ce moment-là que ma grand-mère paternelle avait une déficience mentale, dixit la médecin. Mon père l'a eu aussi. Bon, mon frère et moi n'avons rien eu, mais du coup, c'est perturbant. C'est perturbant parce que j'ai jamais fait de recherche là-dessus génétique, j'en ai toujours pas fait d'ailleurs. Mais c'est quelque chose, c'est vrai que je le dis tout de go dans le train retour vers Paris, on était à Bruxelles, je le confie à Anaïs et on a gardé ce moment au montage et je lui dis c'est flippant. Et c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert ça. Maintenant, j'en ai plus. Après ça, voilà, je suis passée à autre chose. De quelle souffrance psychique souffre ton père? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a eu un diagnostic qui a été posé? Est-ce qu'il suit un traitement? Ouais, donc mon père est bipolaire, donc il souffre de bipolarité depuis ses 18 ans. Il a fait une crise maniaque quand il avait 18 ans. Dans une synagogue, en fait, il s'est pris pour Jésus et après pour un nazi. Donc mon père a des accès en fait de folie qui sont liés beaucoup à la Shoah. Son père, à lui, était rescapé d'un camp de concentration.
Et du coup, ces phases, ce qu'on appelle les phases maniaques. Un bipolaire, c'est quelqu'un qui a des phases dépressives, donc en bas, et puis maniaque quand il monte au-dessus. Et dans ces phases maniaques, c'est vachement lié en fait à tout ce qui est Deuxième Guerre mondiale, Shoah, conséquences. Mon grand-père n'a jamais parlé de ce qu'il a vécu dans les camps, et je pense que ça a généré chez mon père une imagination, une culpabilité, et il a été diagnostiqué dès ses 18 ans après cette crise en fait. Il a été placé aussi 3 mois, enfin il a été interné en fait en hôpital psy pendant 3 mois. Et après, il a fait plusieurs séjours en hôpital psy quand il montait trop, quoi. Quand tu étais enfant aussi, tu l'as vu aller à l'hôpital psychiatrique ? Moi, j'ai jamais été en fait dans l'hôpital psy parce que déjà, ils m'en parlaient pas, c'était par pudeur, je pense. Et j'ai grandi avec ma mère, donc j'habitais en France. Et mon père étant à Bruxelles, j'étais pas au courant de tout et je le voyais très peu, même petite, dû justement à ces crises de folie qui pouvaient être violentes. Et donc, ma mère qui a eu la garde, voilà. Oui, ta maman vous a protégée en fait. Ouais. Et ta maman était au courant de justement ce trouble de la bipolarité dès l'âge de 18 ans ? Alors ça, c'est toute la question, et c'est vrai que c'est la question aussi que je posais dans le film, qui est, mais est-ce que tu savais qu'il était bipolaire quand tu l'as épousé ? Et ma mère m'a dit très simplement que, en fait, mon père lui avait dit, mais qu'elle n'avait aucune conscience de ce qu'était la bipolarité, et que pour elle, elle s'était dit, ah oui, il a été un peu dépressif, déprimé. Voilà, il a été déprimé. Mais en fait, dans sa famille, la santé mentale, c'était un truc qui n'existait pas, en fait. Voilà. Et donc, elle se dit, ah oui, il me confie qu'il a une petite phase de déprime. Pas du tout compris le truc, quoi. Et en fait, il paraît que pendant le coup de foudre amoureux, en fait, la maniaco-dépression s'estompe. C'est comme un sentiment up. Donc, du coup, il est un peu galvanisé par ce sentiment très amoureux, donc très intense. Mais après, une fois qu'on est né, là, il a repris son cycle. Et là, elle a complètement... c'est quoi qu'est-ce qui se passe, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça n'a pas tenu. Comment a été ton enfance ? Comment tu l'as ressenti, toi, ton enfance ? Alors, j'ai ressenti des moments de grande joie. On a vécu avec mes parents dans le sud de la France. Mon père peignait, donc il est artiste peintre. J'ai pas complètement senti au début, du moins vers mes 6-7 ans, c'était très joyeux. Mais ensuite, quand mes parents ont divorcé, c'est vrai que mon père, j'ai plus vu aussi ses aspects, je dirais, plus sombres. Et c'était, je pense, un climat de terreur. Il y avait quelque chose dans sa maladie qui instaurait un climat de terreur très changeant. Il n'était pas le même. Un mois à l'autre, il se métamorphosait. Il y avait un truc dans sa maladie comme ça. Quand tu parles de terreur, tu parles de toi ? Tu avais peur ? Je pense que j'avais peur. Tu avais ce sentiment de... T'étais J'avais un terrorisée ? sentiment d'angoisse. Ouais. Je sentais aussi que c'était un truc dont je ne pouvais pas parler avec les personnes de mon âge. Et moi-même, je ressentais, j'étais l'aînée, donc j'ai un petit frère. Et je pense que je ne voulais pas non plus... je ne sais pas, dans les moments, je pense, où on vit des trucs intenses, on n'a pas le temps de s'apitoyer sur soi, donc on trace. Et c'est ce que j'ai fait. Mais il y avait toujours un truc de survie. Il fallait survivre, en fait. Donc, voilà. Je pense que ce film est né aussi d'un moment de recul que je n'avais pas du tout pendant 20 ans, quoi. Ouais. Tu t'es posé, en fait, un instant dans ta vie, pendant ces 3 années de réalisation, tu t'es posé sur le chemin qu'il y avait à prendre, en fait. Exactement, de prendre du recul, de comprendre, de se dire, en fait, il faut peut-être un peu percer les abcès et de se dire, il est temps d'éclaircir des choses. Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ce documentaire ? Alors, c'est intéressant. Que tu étais courageuse ? Tu le savais déjà ? C'est gentil. Je pense que c'était une nécessité, franchement, d'y aller. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis, ah ouais, quand même, c'était un sacré tunnel, ce film. Il fallait toujours avancer. Et puis un premier film, c'est toujours, voilà... Mais j'ai compris mes racines. Ça, c'est un truc aussi. Parce que c'est vrai que du côté de mon père... comme je ne l'ai pas beaucoup connu, c'était aussi une reconnexion à mes racines. Ça, c'était quelque chose qui m'a fait du bien, en fait, de comprendre d'où je venais. J'ai compris aussi à mieux aimer mes parents. C'est un truc, on a toujours tendance à mettre sur le dos de nos parents beaucoup de choses. Oui. Et je me suis dit, en fait, ils ont aussi des trajectoires de vie qui sont dures. Et c'est un truc qui nous fait grandir de comprendre ça et de se dire, ça a été des enfants aussi. C'est maintenant des adultes et moi, je suis en train de devenir une adulte. Et en fin de compte, de comprendre peut-être les souffrances, les blessures,
c'est une façon de mieux les comprendre eux et de mieux les aimer en fait. Voilà. Et pour le futur, devenir une bonne mère. Ouais, j'espère. En préparant cette émission, j'ai évidemment fait des recherches, notamment en regardant des interviews que j'ai pu voir en Belgique, par exemple. Il y a eu des articles aussi qui ont été publiés dans de grands magazines. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'on parle beaucoup de l'histoire de ta famille, notamment sur la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, les camps de concentration, mais à aucun moment dans ces interviews, on ne parle de troubles psychiques, santé mentale, bipolarité. C'était une volonté de ta part ou c'était les journalistes qui passaient à côté du sujet ? C'est intéressant ce que tu dis. C'est pas du tout une volonté. Moi, je ne suis pas du genre à censurer. C'est quand même, le film n'étant pas censuré, je ne vais pas commencer à censurer les interviews. Non, je ne sais pas. C'est une vraie question, c'est vrai. Pourtant, c'est un sujet très central dans le film. Peut-être que c'est un tabou encore. Non, pas osé ? Peut-être, ouais. Parce qu'ils ne connaissaient pas, peut-être, j'en sais rien. Hein. Franchement, je pose la question, mais c'était intéressant de voir qu'à aucun moment, ils ne s'intéressaient vraiment aux troubles psychiques dont est atteint ton père. Et voilà, on parle de ce qu'on connaît un peu plus, la Shoah, les camps de concentration, ces troubles de stress post-traumatique dus à l'histoire, mais on ne s'intéresse pas à la maladie. Oui, je pense que c'est réduit, peut-être que... les journalistes peut-être qu'on réduit en fait, en l'occurrence la maladie de mon père, à peut-être sa causalité parce que je parle en effet de son histoire qui est empreinte de Shoah et c'est très fort dans le film aussi tout ça. Et c'est peut-être dû à ça, mais peut-être pas. Je sais pas. Oui, ça dépend effectivement du ressenti. Moi, j'ai tout de suite, effectivement, comme c'était pour préparer cette émission, j'ai tout de suite vu la santé mentale d'abord et moins ce côté-là finalement. Est-ce que ta famille a vu le film ? Oui. Tous ? Oui, ils ont tous vu le film. Ils étaient présents à la première, en fait, qui était à Bruxelles. C'était très émouvant parce que mon père, c'était la première fois qu'il le voyait. Et il était très ému. J'imagine que tout le monde devait être très ému. Oui, c'est vrai, tout le monde était très ému. C'est pas évident, mais c'est pas simple. C'est pas un film qui glamourise ma famille. Je pense que c'est un film qui montre de façon, tu disais, brutale, de façon... honnête, mais crue un petit peu des fois, ma famille, c'est vrai. Mais c'est aussi une façon tendre de les regarder. Oui, on ne va pas dire la fin, mais la fin est magnifique. La fin est sublime, donc c'est vraiment un documentaire à voir. Ça apprend beaucoup de choses sur chacun d'ailleurs. Hein. Est-ce que tu sais qui sont les enfants oubliés de la psychiatrie ? Est-ce que ce terme te parle ? Non. Ça ne me parle pas. Enfin, ça me parle, oui, mais je ne sais pas répondre à la question. Stéphane va venir nous rejoindre. Okay. Et il va nous expliquer, grâce à sa rencontre qu'il a faite avec l'association L'Étincelle en Belgique. Exactement. Et vous savez, c'est un peu comme l'effet papillon. Chaque acte a des conséquences. Et contrairement à ce que l'on croit, la maladie n'affecte pas que le malade. Et c'est ce qu'ont pu constater Laure Osselet, qui est psychologue clinicienne, et Carole Cocriamont, qui est assistante sociale de formation, et qui ont fondé Étincelle, justement, une association belge pour soutenir les jeunes dont les proches sont en souffrance psychique. L'idée, c'est par plusieurs actions d'accompagner des enfants, des adolescents, dans des espaces de soutien et de parole, dans des formations, via des formations pour les professionnels aussi, via des séances ciné-débat dans les écoles, ou également avec une plateforme qu'on connaît bien ici, qui est Jeff Psy, qui est une plateforme numérique destinée aux jeunes. Et Étincelle, son but, c'est de ne pas laisser de côté ceux dont les proches souffrent. On va regarder le petit reportage et on va détailler. C'est les enfants oubliés de la psychiatrie. Exactement. On regarde. Par exemple, un style de jeu de loi avec les jeunes, tu vois, ils nous font on fait juste la forme du jeu de loi ensemble. Ouais. Et puis petit à petit, en fait, ils dessinent des cases et ce qu'ils font, c'est que c'est le jeu de loi de leur vie. Et donc, ils nous expriment, par exemple, ben voilà, ça, c'est le moment de ma naissance. D'ailleurs, on voit une tétine ici. Ouais. Ça, c'est le moment, je sais pas, où on a fait une fête, ou le moment où on a fait un déménagement. Et alors, ils construisent tout ce jeu ensemble. Et ils choisissent des moments clés de leur vie. Des moments clés de leur vie. Mais parfois, ça va être des choses vraiment tellement simples que on n'aurait jamais imaginé que ces jeunes allaient mettre ça là, mais des toutes petites choses. Et ce qui est très très chouette avec ces jeux de loi, c'est que fréquemment, on invite après le proche ou les parents à jouer avec nous ensemble quand il est terminé. Donc on met des règles à ce petit jeu. Hein. Ils nous ont déjà sorti des règles du style si tu tombes sur tel cas, tu dois passer en dessous de la table. Donc je me suis déjà retrouvée en train de passer en dessous de la table avec les jeunes parce qu'ils avaient mis ça sur leur jeu de loi.
Et puis on se retrouve avec les parents, les proches autour, et ça nous permet de remémorer à toute la famille des événements, des moments importants. De recréer du lien, de faire parler. De faire parler sur des Et moments. dans la complicité, Voilà. avec l'enfant un petit peu acteur de la situation, du coup on va pouvoir mettre des mots sur des situations complexes. Exactement. On a imprimé ici des petites BD en fait, qui débutent, tu vois, et ils peuvent les continuer par exemple. Ouais, maman, qu'est-ce qu'il a mon bébé? Et alors, après, il y a des cases vides et on les laisse compléter eux-mêmes. Du coup, ils s'expriment et ils vont se nourrir de leur propre vécu, évidemment. Et on va pouvoir peut-être échanger sur certaines cases qui vont nous attirer l'attention. Exactement. Alors qu'ils ne se seraient pas livrés comme ça, pas de la même naturellement. Manière, puisque c'est quand même plus dur de se retrouver face à un adulte et de devoir expliquer « Ok, je me sens pas bien » ou « Je vis telle et telle chose ». Alors que là, si on lui dit « Ok, ça se passe comme ça, ouais, t'as déjà vécu un moment comme celui-là, toi, t'as déjà ressenti ça ?» Et alors, ça vient petit à petit et ça nous permet vraiment de rentrer dans une confiance avec le jeune, et on le sent au fur et à mesure des séances où on y va, que les choses viennent de plus en plus facilement. L'étincelle, c'est beau en plus le nom. Oui, c'est bien. Et puis, c'est la co-construction, on l'a vu au travers de ces ateliers qu'ils mettent en place. C'est fondamental parce que ça permet aux enfants et aux adolescents de voir que les adultes sont finalement au même niveau qu'eux, quand on partage une discussion autour d'un jeu, quand chacun joue justement avec les mêmes règles, l'enfant il n'est plus laissé pour compte et puis il peut formaliser simplement. Moi, j'ai vraiment aimé ce message qu'il délivre, c'est aider l'enfant à se situer vis-à-vis d'eux-mêmes, soutenir la construction de sa propre histoire, quand effectivement à côté on a quelqu'un qui est en souffrance psychique ou mentale, qui prend toute la place, c'est difficile d'avancer. Étincelle, c'est justement cette petite passerelle à l'interstice entre le champ de la psychiatrie adulte et le monde de l'enfance, et c'est une super belle initiative. Oui, comme tu disais, ça permet de dénouer tout de suite les nœuds et ne pas attendre justement de se dire mince, il me manque quelque chose, je ne comprends pas, et de tout de suite sur les choses qui ne peuvent pas se dire forcément en famille, parce que c'est compliqué aussi d'être un enfant proche d'une personne en souffrance psychique. Alors il existe en France ce même genre d'association, c'est Funambule. Il y en a une au Luxembourg, une en Suisse, et tu parlais, c'est ce regroupement de ces 4 associations qui ont créé donc Jeff Psy, et qui permet à ce qu'on appelle les enfants oubliés de la psychiatrie de soit rentrer en contact avec eux, tu me dis si j'ai bon, ou alors de rentrer en contact avec des professionnels, parce que tous ces enfants n'ont pas potentiellement ce talent que tu as d'aller de pousser les portes et de réaliser un documentaire qui met beaucoup de vérité. Enfin, c'est ça l'idée. C'est ça, et puis surtout, certains enfants ne vont peut-être pas avoir une démarche, vont pas s'approprier leur histoire eux-mêmes, comme a pu le faire peut-être Romy. Il y a d'autres enfants qui vont traîner ça comme un boulet et qui vont peut-être développer des troubles eux-mêmes plus tard. Mm-hmm. C'est possible de le taboutiser aussi, c'est vrai qu'on peut en avoir honte et le porter, quoi. Ouais. Donc, parce que comme tu le disais toi tout à l'heure, c'est quelque chose que tu pouvais pas en parler avec les copains. Non, moi j'avais rayé la case père, donc en fait c'est vrai qu'il n'existait pas, quoi, clairement. Et en fait à un moment c'est bizarre, en fait. Donc c'est pour ça aussi que ce film était une nécessité. C'est que en fait on ne peut pas cacher tout le temps quelque chose. Il faut un moment aller voir ce qui se cache derrière. Mais c'est génial cette association. C'est top. Moi, je pense que ça m'aurait aidé si j'avais pu. Ils sont en train de se développer partout en Belgique, de façon exponentielle. L'association n'existe que depuis quelques mois, je crois 18 mois ou quelque chose comme ça. Très récent, elles étaient 2 au départ, elles sont 8 je crois aujourd'hui. Et voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait instaurer un petit peu partout, parce que déstigmatiser, vulgariser, expliquer, expliciter, tout ça, oui, c'est important quand on parle de santé mentale. Elle parle de La forêt de mon père, de Véro Kratzborn, qui a été un élan justement, quand elles ont vu ce film, elles ont trouvé qu'effectivement il fallait faire quelque chose pour ces enfants oubliés. Mais peut-être que toi aussi, ton film va aussi porter quelque chose. Est-ce que toi, ça te dirait d'être un peu une ambassadrice justement de ces enfants qui n'ont pas eu justement quelqu'un proche pour raconter toutes ces histoires ? Ah bah complètement. Moi, l'idée, c'est de décomplexer vraiment. Ce film, c'est une façon de décomplexer. Nous, on se met à nu tous dans la famille dans le film, façon de parler. Et c'est vrai on y va. Et les retours que j'ai eus après le film, souvent, c'est « Oh, ça fait du bien de voir ça. C'est vrai que moi aussi, j'ai une histoire, ça me parle. » Et s'il y a
moi, je serais la plus heureuse si des enfants viennent voir le film. D'ailleurs, c'est intéressant, peut-être qu'on va leur en parler pour la sortie. Je serais tellement contente si ce film peut les aider à se dire oui, je ne suis pas le seul à vivre ça, je ne suis pas la seule. Et oui, c'est possible aussi d'en faire quelque chose. Parce que c'est riche en héritage aussi. C'est pas que quelque chose de douloureux. Avoir accès à quelqu'un qui a un problème de santé mentale, c'est aussi avoir une sensibilité qui se développe, qui est plus intense, parce qu'on vit des choses aussi plus intenses. Et on peut en faire quelque chose de ça. Voilà. Et puis, il n'y a pas de... Pour ceux qui verront le film, puisqu'on l'a vu aussi, ce qui est d'intéressant, c'est qu'on ne verse pas dans le voyeurisme ou la sensiblerie. Et les moments un petit peu de détresse, ils sont spontanés, quoi. C'est vraiment, je réagis à une situation, à l'instant T, c'est pas gratuit. Et c'est pour raconter justement cette histoire à laquelle on peut tous s'identifier. On a l'impression qu'il n'y a rien eu de jeté dans les rushs. Tout a été mis, ou il y a eu des choses quand même qui sont restées... Ah non, ça, on va quand même pas le montrer. En fait, dans les sujets les plus importants, il n'y a rien eu de jeté. Après, c'est 120 heures de rush, donc c'est énorme. Le truc, il a fallu en faire 1h20. Voilà. C'était 2 ans de tournage, tout le temps avec la caméra et tout. Mais non, dans ce qui est important, on n'a pas censuré du tout. Et tu n'as pas laissé le choix à quiconque dans la famille. Tu arrives avec ta caméra, c'est moi et ma caméra, et vous l'acceptez comme ça? Franchement, oui. C'était une démarche, je dirais, peut-être un peu tranchante. Enfin, je suis arrivée, alors à chaque fois, il y avait Anaïs derrière. Je faisais coucou, clac, et puis Anaïs sortait la tête avec sa caméra. Et au début, c'était « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et puis petit à petit, en fait, ils se sont complètement habitués. Et c'est un peu du forcing au début, parce que c'est sûr que personne ne va accueillir cette démarche de façon « ah, mais bien sûr, on va parler de tout ça, mais ça fait 20 ans que je voulais t'en parler ». C'était pas du tout le cas. Donc Non, parce qu'on voit beaucoup justement sur l'inceste dont a été victime ta maman auprès de son papa. Sa propre mère, enfin on la voit dans un déni total, et puis en fait, au fur et à mesure du documentaire, accepter que ça a pu se passer. Complètement. Je pense que c'est aussi une histoire de génération. Ma grand-mère fait partie d'une génération où on protège le mari, on protège l'apparence, le vernis social, le linge sale se lave en famille. Et donc, il faut absolument que personne soit au courant. Bon, là, c'était encore un peu plus extrême parce que c'était aussi dans la famille, ce truc-là n'existe pas. Donc, il y avait vraiment... Et je pense que moi, je portais aussi ça, parce que je pense que des fois, on hérite de choses. Et ce non-dit-là, cette espèce d'absence de compréhension de ma grand-mère vis-à-vis de l'histoire de ma mère et de ce qu'elle avait à dire, c'était compliqué personnellement de voir ça à l'image. Et petit à petit, c'est vrai qu'on voit ma grand-mère qui à la fin commence à comprendre et à exprimer que c'est peut-être possible. Et que... Mais il y a une évolution de tout le monde de toute façon dans ce documentaire. Ouais. C'est ça qui est assez incroyable au fur et à mesure d'avoir réussi à gratter et à faire en sorte que chacun dit « ah oui, il s'est vraiment passé ça, c'est vrai, t'as raison en fait ». Je pense que quand on tient un truc et qu'on ne le lâche pas pendant un moment, c'est pas évident. Voilà. Mais il y a des choses qui en fait lâchent. Il y a des trucs qui lâchent, quoi. Et ce qui est fort, c'est d'être en immersion dans sa propre famille, quoi. C'est ça finalement avec la caméra. Je trouve ça hyper courageux. Ouais. Enfin... C'est une enquête de l'intime, quoi. Non, c'est vrai. Oui, et puis de le montrer à tout le monde. Après, j'avais l'impression d'être Dora l'exploratrice dans ma famille. Bipolarité, c'est le trouble psychique dont souffre ton papa. On va en parler avec Annabelle qui va venir nous présenter Upstage. Je suis sûre que j'ai une très bonne prononciation. C'est ça, c'est Upstage. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, en parlant d'immersion, moi j'enchaîne. Parce que je me suis immergée dans l'univers des bipolaires. En fait, j'ai rencontré Clément Bessa. Qui est Clément Bessa? C'est un start-upper qui a créé Upstage. Upstage, c'est une plateforme pour les personnes bipolaires. Donc, ça leur permet de trouver un psy, de discuter ensemble, d'avoir des conseils. Et Upstage, ça veut dire les étapes de l'espoir. Donc, on va voir le sujet tout à l'heure. Je l'ai rencontré. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, voilà, nous, ça nous intéresse à l'antenne, on aimerait parler de ton site. Ça fait que 4 mois qu'il existe, mais ça fait 1 an qu'il a lancé, il a eu l'idée il y a 1 an. Il s'est dit, je vais faire sur Facebook un groupe de parole pour que les bipolaires. On va voir ce que ça donne. Et via ce groupe de parole, je vais créer un site qui répondra à toutes leurs demandes. Parce que Clément Bessa s'est rendu compte qu'il était bipolaire il y a maintenant 9 ans.
Et il avait des phases très très hautes, comme tu dis, de maniaque. Phase maniaque. Et dans ces phases maniaques, il pouvait travailler, sortir, créer 3 sites en même temps. C'était l'euphorie. Et après, ça descendait on ne peut plus bas. Et il s'est dit, mais il y a un truc. Donc déjà, il s'est dit, je vais essayer de me renseigner sur est-ce que je suis bipolaire ou pas. Donc ça a mis à peu près 8 ans. Il a mis 8 ans à comprendre qu'il était bipolaire. Et il s'est dit, mais toutes ces épreuves que j'ai eues en tant que bipolaire, rencontrer quelqu'un, trouver un psychiatre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, toutes ces petites cartes qu'on se demande quand on a cette pathologie, il s'est dit, sur Upstage, je vais proposer des petits billets comme ça, des cartouches, pour aider les bipolaires à mieux vivre leur bipolarité. Donc, et à la partager peut-être. Voilà, et à la partager. Donc, je vous invite à regarder ce petit documentaire, petit, parce que c'est petit. Donc c'est à la fois la découverte de ce personnage hallucinant et de ce site aussi très bien fait. Upstage, on regarde ça. En fait, c'est très compliqué à comprendre et souvent il y a beaucoup de problèmes de diagnostic. Et personnellement, moi, ça a été un peu après une phase dépressive et même pendant une phase dépressive, j'ai commencé énormément à me renseigner sur le sujet et je suis un peu découvert que il y avait beaucoup de symptômes qui correspondaient à ce que moi je vivais. Et ensuite, entre guillemets, c'est très important d'aller voir un psychiatre. Donc je suis allé voir un psychiatre qui m'a à ce moment-là diagnostiqué, puisque c'est en fait le corps médical qui est en mesure de mettre ce diagnostic et pas n'importe qui. Donc j'ai repris un travail salarié que j'ai fait pendant, je suis resté à peu près 1 an et demi, un peu moins. Et en fait, pendant ce travail salarié, j'ai commencé à créer cette communauté en ligne, et donc Upstage, pour justement un petit peu échanger et apprendre sur le sujet. Et surtout comprendre si moi, ce que j'ai vécu au moment où j'ai été diagnostiqué, le fait de ne pas savoir où aller et de ne pas savoir, entre guillemets, comment me faire accompagner, est-ce que d'autres personnes le vivaient ou est-ce que j'étais un peu seul? Tu vas répondre à un questionnaire pour que nous, on puisse comprendre est-ce que tu as un besoin, par exemple, spécifique, quels sont tes objectifs, est-ce que tu es déjà accompagné par un psychiatre? Et en fait, je leur demande, et en fonction de ce qu'ils me disent, je sais la direction que je dois prendre et qu'est-ce que je dois faire pour les aider. D'où la chaîne YouTube, parce que tu parles avec un certain Julien. Ouais, exactement. Et donc c'est des questions, là par exemple, c'était l'importance du sommeil dans la bipolarité. Et donc chaque vidéo, c'est sur un thème donné. En fait, l'idée c'est vraiment de partager ce que nous on a pu apprendre, que ce soit en lisant de la littérature scientifique ou même dans notre manière de vivre au quotidien notre bipolarité, et de pouvoir les partager sur YouTube afin de justement donner des informations. Donc une journée, c'est vrai, à chaque fois que je m'immerge pour faire mes sujets, je ressors toujours pas grandi, mais c'est vrai que et j'ai appris. Mais merci d'ailleurs, parce que tu nous apprends plein de choses. Quand même. Non, mais j'ai appris que la bipolarité, je ne connaissais pas trop cet univers, mais je ne savais pas que les personnes bipolaires étaient accros et dépendantes de ces phases hautes en fait, oui. Parce qu'ils sont des super-héros, ils sont les rois du monde. C'est comme si on prenait comme on disait, comme on prenait de la drogue, mais sans en prendre, quoi. Il devient fou. Mais la chute est tellement violente. Et donc, ce que dit Clément, là, c'est le Upstage, ça permet justement de maîtriser ces crises. Après, la bipolarité reste, mais ça permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Et ce qui était intéressant aussi à la fin du sujet, c'est qu'on rencontre Séverine, donc une des membres du groupe de parole, qui a expliqué, alors je ne l'ai pas mis dans le sujet, qui a dit qu'elle faisait partie du groupe de parole, mais elle ne s'est pas inscrite sur Upstage. Enfin, elle a commencé, mais elle n'assume pas encore de faire la démarche. C'est-à-dire, par exemple, Upstage, c'est un mode de vie. C'est-à-dire qu'on lui dit ne pas forcément prendre de stupéfiants, pas forcément boire beaucoup d'alcool ou un rythme de vie, beaucoup dormir, parce qu'on dit que le sommeil rythme leur journée. Il faut aussi se créer des routines. Tout ça, on le découvre dans le site. Et elle disait, moi, elle sait quand la crise va venir. À 41 ans, elle maîtrise un petit peu son truc, mais elle ne veut pas encore trop en sortir. On sent qu'elle n'assume pas encore forcément la guérison, si on peut parler des guérisons. Mais voilà, c'est une découverte pour moi de savoir que c'était qu'on était vraiment dépendant de ces crises-là, en fait. Je pensais que c'était gênant, mais en fait, c'était euphorisant. En fait. Oui, alors... Certains pourraient croire que quand on t'entend parler que c'est génial d'être bipolaire. C'est horrible alors parce qu'en que... réalité, oui, il faut bien préciser quand même que la chute et
la redescente est tellement dure, lourde, et là, c'est celle-là qui est difficile, parce que on subit complètement cette phase down. Donc, en fait, pour rien au monde, finalement, ils aimeraient être bipolaires. Non. Et surtout, le taux de suicide chez les personnes bipolaires est très élevé. Et pour finir, ma petite anecdote, c'est que la Séverine, là, en fait, elle était en pleine crise maniaque, mais apparemment, elle s'en souvient même pas. Et la personne qui l'a sauvée, c'est une personne de la rue qui était un SDF complètement, qui l'a emmenée aux urgences. Et depuis, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Ils sont tous les deux, en fait, ils se sont un peu stabilisés ensemble. Donc, il expliquait qu'il n'avait plus de dents, il ressemblait à rien, il arrive à l'hôpital avec une personne qu'il ne connaissait absolument pas. Et qui lui a finalement sauvé la vie. Donc c'est une belle histoire. Un petit clin d'œil très beau de cette rencontre. On pourrait en faire un film presque, oui, sur chacun retrouve un peu le chemin de la sérénité. Mais c'est très dur aussi pour l'entourage. C'est ce que disait Clément. C'est que quand on est bipolaire, on est très dangereux pour soi, mais aussi on détruit tout sur son passage. Et aussi, on perd beaucoup de gens nous lâchent en fait. Enfin, il s'est senti seul à un moment donné parce qu'il était trop... Donc oui, non, la bipolarité, non, c'est pas un On te sent super émue, Annabelle. Non, je suis émue parce que c'est là, de revoir le sujet, c'est vrai que ça a été une matinée très chouette. Oui, alors vraiment, quand effectivement on rencontre des personnes qui sont atteintes de bipolarité, il y a beaucoup... ils nous prennent beaucoup d'énergie. On est d'accord. Ouais. Mais là, entre eux, c'est de la bienveillance. Oui, en fait, ils se sont retrouvés, ils parlaient de leurs problèmes, alors brut de décoffrage. Hein, je suis un petit peu prude, j'étais là, bidon. Mais non, mais c'est vrai. Sans filtre. D'accord. Bon, et en fait, ils en parlent et ils s'entraident. Et vraiment, sur ce site, donc, ils me faisaient lire un petit peu comment ils échangeaient. Et ils s'entraident vraiment. Voilà. Bon, merci beaucoup. Tu as appris. Merci Clément Bessa. Franchement, c'est génial. Je suis trop contente d'être là. J'apprends plein de choses. Mais tu as appris aussi à vivre avec une phase un peu maniaque avec ton père aussi. Parce que dans le documentaire, il y a un moment où il est up et il parle fort. La conversation est compliquée. C'est clair que les maniaco-dépressifs sont souvent accros à leur phase up et notamment la phase montante. C'est celle-là qui est la plus agréable parce qu'ils ne sont pas tout en haut, donc ingérables. Ils montent tout doucement, c'est un peu comme s'ils prenaient des stupéfiants, mais c'est un peu la phase top, genre toutes leurs neurones sont à fond, ils font des associations rapides, ils se sentent un peu un surmoi, quoi, donc ils ont l'impression d'être en surcapacité. Mais elle dure très peu de temps cette période et ensuite après ça décolle, c'est un peu comme une montgolfière, ça monte, et puis plus ça monte et plus ça descend. Et donc ça c'est invivable et c'est vrai que vivre avec quelqu'un de bipolaire, c'est comme tu disais très bien, Marie, c'est quelque chose qui te prend énormément d'énergie. Tu ne peux pas, sinon tu es une béquille permanente en fait. Et il y a un truc où il faut apprendre à vraiment prendre une distance juste parce que tu ne peux pas plonger en fait. Tu ne peux pas plonger avec la personne, sinon ça ne sert à rien. Alors plongeons tous quoi. Et quel est l'avantage de plonger? Donc il faut à un moment trouver aussi des ressources pour ne pas être trop atteint en fait par cette énergie qui est très très intense. Mais de l'autre côté... c'est un truc qui, je pense, on prend une vie, quoi, pour comprendre vraiment comment être... Et après, on rassure quand même celles et ceux qui nous regardent. Il y a beaucoup de personnes atteintes de bipolarité qui arrivent à trouver un traitement qui permet d'équilibrer un maximum en ayant toujours des émotions, parce qu'il existe des traitements parfois qui vous enlèvent toutes les émotions, et celles qui vous stabilisent quand même, et on peut vivre une vie dite normale. Oui, et puis je pense qu'aussi les personnes bipolaires sont des personnes extrêmement touchantes, émouvantes. Et on ressent que toi aussi tu l'as senti. Clément, il est extraordinaire, mais il est très conscient de sa pathologie, mais ça a mis du temps. Et c'est parce que ça a mis du temps qu'il a fait ce site, parce qu'il a mis trop de temps, parce qu'il a découvert l'univers de la psychiatrie qui est très compliqué, très protocolaire, très désuète aussi des fois. Et c'est pour ça qu'il est... C'est pas la première fois qu'on l'entend, hein. On l'a vu avec d'autres maladies. Le temps que l'on met à identifier en fait son problème en fait. Et là on le voit, c'est tardif. On est encore sans poser forcément de diagnostic. C'est ça, mais on est quand même au XXIe siècle et on est encore à avoir des gens qui sont en errance. Merci beaucoup. Upstage, donc on retient ce nom, donc comment on y va? Il y a une appli, il y a un site internet. Upstage, vous y allez, alors il y aura le groupe de parole, vous tapez Facebook Bipolarité, vous allez tomber dessus, mais c'est Upstage, il y aura les deux. Tout est en lien, donc après,
Donc après, vous pouvez trouver un psy. Il y a des vidéos super. Donc les personnes qui sont bipolaires témoignent de leur... on me dit, moi j'ai bien dormi là, donc il faut faire ça, je prends mon thé là. D'accord, il y a Ça donne des témoignages. conseils. Voilà, ça crée des conseils, exactement. Bon, merci beaucoup, Annabelle. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Je m'en vais. Alors, on va revenir un peu sur ton documentaire musical. Il y a 6 chansons. L'idée de mettre des chansons, c'est un peu le fil conducteur de ce documentaire. C'est toi qui les as composées. Et comment elles se sont construites, ces chansons? Alors la première chanson, c'était Mon père, qui apparaît quand mon père peint justement. En fait, je pense que pendant cette enquête, je ressentais beaucoup de choses, mais l'idée, c'était pas... Je ne peux pas enquêter plus, m'interroger moi. J'étais plus sur le fait de libérer la parole dans ma famille. Et donc certaines choses, pour tenir l'enquête, il ne fallait pas que je sois non plus trop émotive. Alors il y a des moments où je craque aussi dans le documentaire, mais du coup, j'avais beaucoup d'émotions, plein de trucs que je n'arrivais pas à exprimer. Et je n'avais pas envie de tomber dans le pathos, à exprimer. D'ailleurs, je pense que je n'aurais même pas su l'exprimer. Et on jaillit en fait des chansons, enfin des textes au début, qui exprimaient de façon courte et imagée des choses qui me venaient. Et c'était, je pense, une façon aussi de m'extraire en fait de cette enquête et de pouvoir aussi mieux la mener jusqu'au bout en y apportant de l'oxygène au départ à moi-même. Et puis en fait, je me suis rendu compte que dans le film, ça permet aussi oui. de désalourdir des scènes enquête, un peu dures. Ouais. dures. Prendre de la distance. Exactement. Et alors, je t'ai demandé de choisir une de ces 6 chansons Oui. pour présenter au public. C'est quoi cette chanson? Tu as choisi quoi? J'ai choisi la première chanson du film, qui surprend toujours un peu dans le film. C'est le premier passage musical, qui s'appelle « Le divorce, c'est marrant ». Et qui est une chanson sur ce que je ressens sur le divorce. Oui, de façon le surréaliste. divorce permet certaines choses finalement. Voilà, exactement. On écoute ça. Maman aime papa, qui aime maman, qui quitte papa. Les histoires des grands, c'est pas vraiment très engageant. Les histoires des grands, c'est vraiment très, très marrant. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de remonter le temps. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de raccrocher les gens. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de remonter le temps. Le divorce, c'est marrant. Ça permet de raccrocher les gens. Le divorce de mes marrants, donc un documentaire musical réalisé par Romy Trajman, notre invitée, et Anaïs Troman-Lévy, c'est comme ça qu'on prononce son nom. Exactement. Donc en fait, tu as plein de cordes à ton arc. Tu écris, tu scénarises des documentaires, tu les réalises, tu fais de la musique, tu chantes. Je pense que c'est un peu générationnel. C'est vrai que les arts en ce moment se lient beaucoup. On a quand même des logiciels. Moi, j'ai monté aussi le film sur Final Cut Pro 10, qui est un logiciel de montage. On a accès de plus en plus à des outils qui nous permettent de faire des choses. Et j'ai l'impression que la musique et le cinéma, plus ou moins, se lient de plus en plus. Tu as un côté autodidacte. Complètement, ouais. J'ai commencé comme ça, à 14 ans. Enfin, mais oui, c'est intéressant parce que les formes s'hybrident de plus en plus. Et ce film, on s'est dit qu'on allait affirmer la forme personnelle jusqu'au bout. Et la musique en faisait partie. Oui, mais c'est très très bien écrit. Hein. Franchement, toutes les chansons, moi je les ai dans la tête. Un autre artiste que nous avons avec nous, c'est Éric Dubois. Il est poète-écrivain. Bonjour. Il a écrit L'homme qui entendait des voix. Donc vous pouvez le retrouver dans toutes les bonnes librairies. Et je vous conseille de le lire. C'est un livre qui parle de ta maladie, la schizophrénie. Oui.
Et puis aujourd'hui, tu es venu nous faire une chronique pour nous donner des petits conseils de lecture. Ah oui, alors, je vais vous parler de 2 autrices, de 2 poétesses. L'une s'appelle Catherine Andrieux, bientôt 44 ans. Elle vit près de l'océan Atlantique, seule, sans enfant, malade psychique, peut-être schizophrène, avec des troubles de l'humeur et des phobies sociales. Elle a publié une dizaine de livres de poésie, dont récemment Piano sur l'eau et Refuge, journal de l'oubli, aux éditions Raphaël de Surtis. L'autre s'appelle Anne Barbus, elle a 52 ans, elle vit seule dans le Gard, dépressive, un fils. Elle a publié un livre de poésie extraordinaire, Moi la dormante, journal psychiatrique aux éditions Unicité. Point commun de ces livres, ce sont des livres autobiographiques qui parlent de la maladie psychique. Catherine parle de sa vie dans ses derniers livres, fait comme un bilan, parle de ses proches, de ses amours, de ses amis, de ses chats, de la disparition de certains de ses chats d'ailleurs. Et Anne Barbus, parle de son internement, de son amant, de son fils, de son mari dont elle est séparée depuis des années. Pour moi, ce sont des témoignages et en même temps, on est vraiment dans le prisme de la littérature et de la poésie. Voilà. Effectivement, c'est assez intense, c'est assez dense, mais c'est joliment écrit. Donc, à découvrir Catherine Andrieux. Catherine Andrieux aux éditions Raphaël de Surtis. Et puis Anne Barbus, qui est un peu plus âgée, qui a 52 ans, dont j'ai illustré la couverture par un de mes tableaux. Eh oui, c'est toi ça, hein. Voilà. C'est ta signature. Et c'est une amie aussi, comme Catherine. D'ailleurs, toutes les deux, ce sont des amies. Et ça, c'est un livre de presque 200 pages. C'est un récit en plusieurs parties, en prose et en poésie, avec une recherche formelle évidente. Et pas toujours facile d'accès d'ailleurs. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que c'est un peu torturé? C'est très torturé. C'est sur la dépression. Et c'est très torturé. Et c'est très... j'ai envie de lire un passage là. Page 42. Alors, moi je vous le dis, je l'ai eu, hein, Anne Barbus au téléphone. Et ce sera notre prochaine invitée dans Talk Show. Voilà. Je vous livre ça comme ça. Cette femme qui distribue des sucreries à tous les fous de la salle de télévision et qui n'en mange pas, n'en supporte pas même l'odeur, se résout à la demande des cigarettes par le geste généreux. Pour elle-même, de don juste le geste de se tuer. Que fais-je ici, pour ne pas m'asseoir ailleurs? Voilà. Très joli, mais effectivement, quand on arrive à des femmes avec des... Je vais lire un passage de Piano sur l'eau, page 21. Si on m'écoute bercer mon petit chat, on m'admire car les réverbères sont des étoiles au sol. Reste dans mes bras pour t'endormir après la piqûre. C'était quoi la probabilité de notre rencontre, ici sur cette terre d'océan, maintenant tout est noyé. Oui, ça parle de son petit chat. Donc, oui, qui a disparu, qui était malade et qui était très âgé. Voilà. Donc Catherine Andrieux... L'écriture fait partie, de toute façon, d'un processus aussi de rétablissement, de exulter un petit peu tout ce qu'on a au fond de soi. C'est un peu ça l'idée aussi. L'artothérapie? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'est l'écritothérapie. Voilà un nouveau terme que j'invente. Ou scriptothérapie Oui. plutôt. Oui, ça dépend des points de vue en fait. J'ai un ami poète qui pense qu'il n'y a pas de thérapie de l'écriture. Mais l'écriture peut servir de thérapie pour certains patients, oui. Bon, merci beaucoup Eric. Merci. Merci de nous avoir présenté ces deux auteurs. Merci infiniment. Merci Romy. Merci beaucoup, j'ai appris beaucoup de choses. Nous aussi, on a appris beaucoup de choses. Et ça aussi, ce film documentaire musical, c'était une façon de s'exprimer aussi. Donc voilà, des belles façons de montrer voilà, la santé mentale. Merci. Merci Stéphane. Plaisir, je reviendrai. J'espère bien, écoute. Et puis on se retrouve très bientôt pour un autre talk show. À très vite.